7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Et nous sommes avec Xavier Van Lierde, journaliste à Radio Courtoisie, Pierre-Alexandre Bouclet, président de Radio Courtoisie. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler de Radio Courtoisie. C'est important de le faire, surtout après cette longue séquence politique. Il nous semblait quand même intéressant de faire un retour coulisses de cette longue séquence vue de chez nous, comme en ligne droite s'est rendu indispensable dans cette campagne en devenant le carrefour des droites, qui au tout début, souvenez-vous, ne se parlaient pas, ces droites. Et puis, ça va être l'occasion d'analyser aussi la façon dont d'autres médias, journaux, ont traité les mêmes informations. On parlera d'un magazine qui va paraître, magazine de Radio Courtoisie dans quelques heures ou quelques jours. Pierre-Alexandre Bouclet, si je vous dis faire Front Populaire, ça vous évoque quoi ? Faire Front Populaire, oui. Écoutez, en théorie, ça nous renvoie... pratiquement, l'expression voudrait dire singer le Front Populaire, le vrai, c'est-à-dire celui des années 30, celui de Léon Blum. Et on a vu surtout une députée là récemment qui était du nouveau Front Populaire, ne même pas savoir qui était Léon Blum, c'était assez rigolo. Oui. C'était Mathilde Panot, je crois. Je crois, oui. Elle a raconté que... Et pourtant, elle avait écouté un podcast en faisant du vélo. Donc, pour lui rafraîchir la mémoire, on peut rappeler quand même que voilà, le Front Populaire est né en 1936 et que, à l'initiative de Léon Blum et de l'ensemble de la gauche de l'époque, et que, il a eu une attitude qu'on peut déplorer, si on est de droite, notamment parce qu'il nous a menés à la guerre, à la Seconde Guerre mondiale. Mais il est connu sur le plan positif pour avoir lancé des choses tout à fait sympathiques comme les congés payés. Voilà. Donc il y avait quand même une autre dimension intellectuelle que le simple fait de faire barrage à l'extrême droite. On a eu là en faisant nouveau Front Populaire. Voilà. Donc on a eu la mobilisation d'un système complet, cette fois-ci, qui n'a rien à voir avec un élan politique. Et je laisserai Xavier venir en parler tout à l'heure, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu un système, c'est-à-dire un ensemble de gens qui partagent des valeurs communes s'élever à absolument tous les niveaux de la société, c'est-à-dire l'école, les syndicats, pratiquement la pharmacie, pour se dresser contre l'élément, le parti politique, qui ne partage pas les valeurs communes de ce système, comme par exemple l'immigration de masse, et j'en passe. Et c'est à ça qu'on a assisté. Et alors, surtout, ce nouveau Front Populaire, moi, il m'a rappelé la quinzaine de la haine des années de 2002. Les auditeurs de Radio Courtoisie qui sont assez âgés comme moi pour l'avoir vécu, c'est-à-dire il fallait avoir à peu près 20 ans en 2002, peut-être n'ont pas été surpris par ce nouveau Front Populaire. C'était le renouvellement de la quinzaine de la haine. Alors on espère que Mathilde Panot nous écoute, ça va l'instruire. Xavier Van Lierde, sur ce front républicain, ce nouveau front républicain, effectivement, ça a été une coalition des médias, des structures, des syndicats. Est-ce qu'on aurait pu vivre la même chose à droite ? Est-ce qu'un jour, d'ailleurs, on pourrait même espérer que les médias, par exemple, se réunissent à un instant T, qu'il y ait une espèce de front, comment on pourrait l'appeler, je sais pas, front patriote, on l'appelle comme on veut. L'Union des droites. L'Union des droites, oui, la fameuse. Oui. Mais en tout cas, vous avez raison. Je pense que le mot-clé de cette élection n'est pas Front Populaire ou Nouveau Front Populaire, mais Front Républicain. Je voudrais revenir un peu sur ce qui s'est passé et puis comment on en arrive à cette situation de blocage institutionnel absolument déplorable pour le pays. Au fond, quand le président lui-même disait d'ailleurs, a provoqué cette dissolution, il voulait une clarification. Et la clarification a eu lieu. Et elle a pris la forme d'une victoire absolument incontestable du Rassemblement national, loin devant tous ses compétiteurs, et surtout avec une poussée gigantesque, puisqu'il a rassemblé 3 fois plus de voix qu'aux précédentes législatives. C'est donc vraiment un véritable élan. Et puis, il a pris la forme il y a un second élément dans cette clarification, c'est une certaine résistance de la gauche, autour d'un LFI radicalisé, autour aussi, parce qu'on focalise maintenant sur la radicalité de LFI, mais aussi d'Europe Écologie Les Verts, qui est devenu absolument un parti, lui aussi, gauchiste, et d'une certaine radicalisation du Parti Socialiste, parce que Olivier Faure, on peut pas dire que ce soit un social-démocrate à l'ancienne, puisqu'il accepte beaucoup de cette dynamique de radicalisation gauchiste au sein de la gauche. La clarification, c'était donc quoi ? Eh bien, une polarisation beaucoup plus forte de la vie politique, avec d'un côté un bloc national de droite autour du Rassemblement national, et de l'autre côté un bloc de gauche
en forte voie de radicalité lui aussi. Donc, face à cette polarisation, le centre s'effondrait, et donc on n'a pas voulu de cette clarification. En toute logique, ce qui aurait dû se produire au second tour, c'est un affrontement entre ces deux pôles qui avaient émergé lors des élections, mais comme ça ne pouvait pas se passer comme ça pour l'extrême centre et l'ensemble des gens dont tu as parlé par exemple, c'est-à-dire cette soi-disant société civile qui en fait corsette la véritable société, eh bien, on a organisé ce fameux Front républicain. Et le Front républicain, en fait, ça consiste à parasiter la dynamique des institutions. Et je voudrais revenir sur cette idée, à mon sens, un peu absurde que eh bien, cette situation d'ingouvernabilité serait tombée de nulle part, ou pire, viendrait des institutions et du vote à deux tours. Mais pas du tout, parce que la logique du vote en deux tours, c'est que au premier tour, chacun choisit parmi une myriade de candidats, et ensuite, on prépare au second tour des coalitions qui sont des coalitions positives entre normalement deux grosses forces. Ça n'a pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une de ces deux forces qui est interdite. Le Front républicain, ça consiste à considérer que l'une de ces deux forces émergentes et appelée à agréger autour d'elle n'a pas le droit. Les Français n'ont pas le droit de s'y joindre. Il faut la mettre en dehors du jeu des institutions. Le Front républicain apparaît donc comme non pas une façon de sauver les institutions, mais de les détruire. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On se retrouve en situation d'ingouvernabilité avec un pays qui va se retrouver comme un bateau ivre, précisément parce qu'on, bon, j'allais utiliser un mot anglais, on perturbe, on prend le contrôle, on hack, voilà, je voulais dire hacker les institutions. Il paraît que sur ligne droite, on a un peu le droit aux allez, ça anglicismes, passe. beaucoup plus. Donc hacker les institutions, les détourner. Et c'est absolument navrant. Cela dit, la responsabilité de ce Front républicain incombe bien évidemment au président de la République qui l'a poussé. Elle incombe à au système médiatique qui l'a poussé d'une façon absolument délirante, mais c'est sa pente naturelle puisque ce sont des gens qui représentent le bien, ce sont les nouveaux clercs. Ce sont des gens qui ne font plus de l'information, mais des sermons simplement. Mais il y a une autre composante qui a une grande responsabilité dans cette situation, et ce sont les républicains, pas les républicains ciotistes, qui eux ont joué le jeu des institutions, c'est-à-dire de se constituer en force cohérente avec l'État et les désirs et les aspirations des Français. Mais les autres républicains qui ont refusé de jouer ce jeu-là, de rester sur un pas de côté, voire de voter pour les adversaires. Quand on décide, quand la logique du Front républicain en somme, c'est la majorité n'a pas le droit d'être majoritaire et on va constituer quelque chose de brique et de broc qui n'a pas de sens. C'est dit lui-même par le président de la République dans sa lettre. Il dit une majorité a émergé grâce à des désistements entre des gens qui ne sont pas d'accord. Comment s'étonner dès lors qu'on en arrive là? Alors Xavier Niel, le temps passe vite malheureusement, on pourra en parler pendant très longtemps. On va revenir au traitement de l'information, au traitement médiatique. Ce que je vous disais tout à l'heure, Pierre-Alexandre Bouclet, faire Front Populaire, c'était la une de Libération juste avant le scrutin des européennes, pardon. Et en fait, suite à cela, toutes les unes quasiment de Libération ont été dédiées à faire front, à faire bloc contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national. Vous, quel regard, très rapidement, vous portez sur ce traitement de l'information ? Il est complètement partisan. C'est-à-dire que là, ces gens qui pensaient faire croire qu'il existe des médias indépendants, objectifs, comme ils disent, on a bien vu que c'était une tartufferie complète. Et alors, j'en veux pour preuve encore Libération, qui mardi a fait un article, en tout cas, disant face aux résultats des législatives, l'ensemble de la presse et des analystes ont salué la performance de la gauche qui renvoie l'extrême droite à la 3e place. En fait, tout est dit. Et l'ensemble de la presse a salué la performance de la gauche, parce que en fait, c'est ce qu'ils souhaitaient. Et dans ce qui s'est passé dans ce nouveau Front populaire, dans ce Front républicain, on a surtout vu les médias être à la manœuvre avant même les politiciens. Et ça, c'est quand même tout à fait, pas exceptionnel, parce que malheureusement, on a pris l'habitude, mais c'est révélateur. C'est-à-dire que les politiciens démunis se sont retrouvés aiguillonnés par une presse qui leur a dit « mais en fait, il n'y a qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ci ». Et puis, faites un front républicain, les politiques se sont emparés de l'idée, et les médias, ensuite, ont servi de caisse de résonance. Donc, on a vu une mobilisation médiatique extrêmement importante. On a vu le syndicat national des journalistes demander que, dans le service public, on puisse enfin, c'est sidérant, enfin arrêter de faire semblant d'être objectif et de prendre résolument parti contre le Rassemblement national, parce que l'heure était trop grave. Et là, ils ont dit maintenant, fini de jouer. Donc maintenant, il faut vraiment y aller. C'est pour ça que les médias alternatifs, qui ont été d'ailleurs
complètement démonté dans la presse institutionnelle, hein, traité de fachosphère, presse d'extrême droite, que ce soit, comment dirais-je, CNews ou Radio Courtoisie, qui a eu droit aussi, dans je ne sais plus quel journal, à son petit traitement. Libération. Oui, Libération, ou je ne sais plus qui, mais bref, il y en a eu. Et on s'en réjouit, hein, le fait d'être attaqué par ces gens-là me réjouit. Mais on voit bien l'importance, effectivement, de mener campagne et d'avoir des possibilités pour les auditeurs qui souhaitent un traitement de l'information un peu libre, d'avoir accès à des informations alternatives. Parce que nous, grâce à l'émergence de structures comme Radio Courtoisie, par exemple, eh bien, on ne peut plus dissimuler un crépole, on ne peut plus dissimuler le meurtre d'une petite Lola. On a la capacité, et grâce à vous notamment, Maud, et à toute l'équipe de la matinale, notamment, parce que c'est vous quand même qui allez à la pêche tous les matins et qui allez chercher des infos, qui allez faire des reportages, qui allez couvrir les émeutes et les violences le soir, place de la République après les élections. C'est vrai. Et ça ne serait pas montré dans les médias s'il n'y avait pas justement des gens un peu courageux qui vont aller chercher des informations que les médias normaux vont étouffer parce que ça ne va pas dans le sens du narratif qu'ils souhaitent mettre en place. Oui, justement, ça a été l'occasion pour Ligne Droite de se développer, cette longue séquence politique, à la fois européenne, législative. On est sorti, on vous propose d'ailleurs, chers auditeurs, de retrouver tout ça, y compris les reportages sur la chaîne YouTube de Ligne Droite. Xavier Van Liert, pourquoi faut-il financer une radio indépendante ? Alors, la question peut paraître bête, mais pourquoi ? C'est la meilleure question de la soirée. Pierre-Alexandre est content. Non, mais voilà, pourquoi concrètement faut-il financer ? Parce que ça peut-être que pour les auditeurs, c'est insupportable d'entendre systématiquement des appels aux dons. Peut-être que ça passe au bout d'un moment au-dessus de la tête et qu'on se dit, oh là là, mais on leur donne, qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Pourquoi c'est indispensable ? Eh bien, c'est indispensable parce que pour renverser la situation et sauver le pays, il ne faut pas seulement investir sur le terrain électoral, mais sur le terrain médiatique, puisque comme on vient de l'expliquer, l'issue des batailles électorales, l'issue de la direction que prendra le pays, ne dépend pas seulement de l'action des forces politiques, des partis politiques, elle ne dépend pas seulement de l'action électorale, mais de la capacité à exister dans la sphère de l'information. Ça passe bien sûr par donner de bonnes informations, mais aussi pour mener des campagnes. On l'a vu, la presse institutionnelle, et pas seulement Libération, l'ensemble de la presse institutionnelle a poussé à la Constitution d'une part, d'abord, à forcer la gauche à s'unir, parce qu'elle était quand même relativement désunie au premier tour. Donc, premier tour, il force la gauche à se réunir en un premier bloc, et dans un second temps, elle pousse à fond un front républicain, et elle le fait comment ? Elle le fait en mettant en accusation tous ceux qui refuseraient, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont fait de la résistance quand même, qui ne voulaient pas se désister, qui donc ne voulaient pas jouer le jeu de ce front républicain. Eh bien, Libération ou Le Monde et autres publiaient quasiment des listes de ces gens de façon à les mettre sous pression. De la même façon, à droite, il n'y a pas eu, non, justement pas de la même façon à droite, à l'inverse, à droite, il n'y a pas eu suffisamment d'organes de presse indépendants ou de presse d'opinion de droite pour soutenir ceux qui jouaient le jeu de la constitution d'un bloc de droite cohérent. Et c'est absolument regrettable. Or, il se trouve que dans l'ADN de Radio Courtoisie, notre slogan, vous le savez, c'est toutes les droites, tous les talents, pas d'ennemis à droite également, comme on le disait autrefois. Eh bien, nous sommes parmi les mieux positionnés pour permettre d'apporter un soutien et un corpus aussi, et une manière d'être, un respect mutuel entre les différentes composantes d'une union des droites ou d'un bloc national. Et donc, je pense que dans les années à venir, puisque l'issue pour le pays, c'est la constitution de ce bloc national, et on ne pourra pas en faire l'économie sinon on court à la catastrophe, eh bien, Radio Courtoisie a un rôle absolument crucial à jouer grâce à son expérience de dialogue, de respect mutuel et même de constitution d'un projet commun entre les différentes composantes de la droite. Et donc, il faut que Radio Courtoisie grossisse, qu'elle prenne une place de plus en plus importante dans ce paysage. En 10 petites secondes, Pierre-Alexandre, parce qu'on a déjà dépassé le temps. D'accord. Eh bien, simplement, voilà, il faut nous soutenir parce que nous n'avons aucune publicité. C'est ce qui garantit notre indépendance totale. Et à titre de comparaison, vous savez qu'une heure de production de radio à France Inter coûte 7 000 €. C'est un rapport officiel du Sénat qui le dit. Et une heure de production à Radio Courtoisie, ça doit être 150 €. 150, 7 000. Et on réussit, grâce à vous notamment, donc, à tenir la dragée haute à ces salopards, pardon. Mais donc, on a absolument besoin que les gens qui veulent mener ce combat, mais s'engagent pour de vrai. C'est-à-dire, il faut faire des dons, même des dons modestes. Il faut s'inscrire à nos chaînes YouTube, à nos newsletters, et il faut relayer toutes nos publications. C'est vital. Il y a 3 solutions. La meilleure reste, de tout combiner,
Mais s'il vous plaît, si vous voulez de l'info indépendante, il faut donner, il faut être cohérent. Voilà, c'est dit. Merci Pierre-Alexandre Bouclet, je vous trouve très vulgaire ce matin. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On refera une émission là-dessus parce qu'en fait, on n'est pas vraiment entré dans les coulisses, etc. de la campagne, mais ça mériterait largement une émission. Merci d'avoir accepté notre invitation.